Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet. Bonjour. Bonjour. Content de vous retrouver. C'est un plaisir. Ancien président de la Banque Centrale Européenne. Plein d'actualités à voir ensemble. On va parler évidemment de l'Italie d'abord parce que c'est très chaud. On a eu vendredi à la clôture des marchés l'agence Moody's. Pas une surprise qui a sanctionné, cette sanction en tout cas était prévisible, a dégradé d'un échelon la dette souveraine italienne qui maintenant est un cran au-dessus de la catégorie dit junk, enfin obligation pourrie, avec une perspective stable, ce qui a rassuré les marchés. Tout le monde avait peur qu'il y ait une perspective négative avec encore une fois une nouvelle dégradation dans les mois à venir. Réaction ce week-end du Conseil, de la présidence du Conseil italien, tout se passe comme prévu. Et là je me dis, est-ce que, selon vous, ce gouvernement de coalition, est-ce qu'il prend vraiment la mesure du risque qu'il prend avec ce budget et de ce potentiel bras de fer avec Bruxelles, bras de fer avec les marchés, qu'on ne voit pas ce matin, parce que ce matin, les taux à 10 ans sur la dette italienne ont reflué à 3,40. C'est toute la différence entre une vision de court terme et une vision de plus long terme, évidemment. À court terme, la dégradation de la note italienne avait été complètement anticipée. Ouais. Donc, effectivement, c'était pas une nouvelle. Il y a Standard & Poor's vendredi. Vendredi, il y a Standard & Poor's qu'on attend. Oui, oui. Mais on voit bien qu'en effet, les agences de rating ne peuvent pas ne pas prendre en compte un changement de cap en Italie, un changement qui est très malheureux et qui effectivement est très dangereux dans une perspective de moyen terme. Donc, on ne peut que souhaiter que le gouvernement italien se rende compte que ce n'est pas du tout son intérêt que de donner l'impression qu'il est en train de dégrader sa propre signature, qu'il va avoir moins de chances de rembourser ses dettes et que par conséquent, il est légitime, donnant de tels signaux, qu'il puisse avoir une augmentation de ses primes de risque sur sa propre signature. J'espère que le bon sens finira par l'emporter en Italie. Vous redoutez ce bras de fer, encore une fois, entre l'Europe et l'Italie et la question, c'est qu'est-ce qui va se passer si l'Italie ne revoit pas sa copie? Encore une fois, Luigi Di Maio, vice-président du Conseil italien, qui a affirmé que cet objectif de 2,4% de déficit budgétaire pour 2019, ça ne bougerait pas. Écoutez, on va voir. Hein, c'est pas un homme qui prend une décision, c'est un gouvernement tout entier qui doit prendre la décision en fonction de l'ensemble des données. D'ailleurs, comme vous le savez, on a une alliance qui est assez extraordinaire en Italie avec les populistes de droite et les populistes de gauche qui sont réunis. On va voir. Mais je reste, si vous voulez, absolument convaincu que le bon sens ne peut pas ne pas l'emporter. J'ai connu l'Italie dans une situation tragique. J'ai pris la décision moi-même, avec mes collègues de la Banque Centrale Européenne, d'intervenir massivement à un moment où précisément l'Italie faisait l'objet d'une perte de crédibilité totale. C'était pas l'OMT, programme OMT? Non, c'était le programme SMP. Ah, c'était avant? C'était de mon temps, si je puis dire. Ouais. De mon temps, on avait le programme SMP, et de mon temps, on est intervenu pour, dans des conditions très très difficiles, sur la Grèce, le Portugal et l'Irlande en 2010, et sur l'Italie et l'Espagne en 2011, à des moments, si vous voulez, qui étaient totalement tragiques. Et bien entendu, quand vous êtes dans des moments tragiques, les gouvernements comprennent qu'il faut faire des choses. Quand on a réussi. Quand ils sont au pied du mur, mais l'Italie d'aujourd'hui, Jean-Claude Trichet, vous le savez, n'est pas l'Italie de 2012. Il y a un excédent budgétaire primaire avant remboursement de l'intérêt de plusieurs points de PIB. Ce n'était pas le cas à votre époque. C'est vrai. La dette italienne est beaucoup moins dans les mains des investisseurs étrangers. C'est plutôt les banques, avec les risques que ça comporte. C'est une dette qui est plus domestique qu'à votre époque. Est-ce que la sanction des marchés aujourd'hui, elle n'est pas excessive parce que l'Italie d'aujourd'hui n'est pas l'Italie d'il y a 5 ans? Écoutez, d'abord, il y a 5 ans, c'était la crise ouverte gravissime. Sinon, nous ne serions pas intervenus de manière extrêmement forte. Donc, effectivement, nous sommes dans une situation différente, heureusement, non seulement en Italie, mais dans l'ensemble de l'Europe. Ouais. Les autres pays européens, eux aussi, ont fait des progrès considérables. Pour ça, ceux qui nous disent, en regardant les choses de loin et de manière un peu négative, que nous sommes toujours extrêmement fragiles dans la zone euro, je reprends ce que vous disiez. Évidemment, non. Nous sommes dans une situation qui est bien, bien meilleure que celle de l'Italie. Par malheur. Mais l'Italie aussi. Alors, on est d'accord. Vous le disiez et je suis d'accord. Donc la réaction des marchés n'est pas excessive, encore une fois ? Le problème est tout simplement qu'une inflexion semble être donnée par rapport au gouvernement précédent, et une inflexion qui porte sur la partie la plus vulnérable finalement de l'Italie d'aujourd'hui, c'est-à-dire sa dette,
et sa capacité d'avoir des difficultés pour rembourser sa dette. Alors même que le problème principal de l'Italie est le faible niveau de productivité, le progrès de productivité de l'Italie, le faible niveau de la croissance et le fait qu'on a un problème totalement indépendant, si vous voulez. Mais c'est pour ça que le gouvernement italien, justement, d'ailleurs, il a un mandat politique, il a un mandat souverain pour justement dire, ben voilà, il n'y a pas cette croissance, on va relancer la croissance. Mais on ne relance pas. Avec une baisse d'impôt sur les petites boîtes, une flat tax sur les petites boîtes, un revenu citoyen parce qu'il y en a qui en ont besoin, des mesures, ils nous disent plus d'investissements qui vont relancer la croissance, plus de rentrée fiscale, on rembourse la dette. C'est ce qui nous explique. La croissance. Pourquoi ça ne marcherait pas? La croissance, c'est en substance, si vous voulez, les progrès de productivité que l'on peut faire. C'est ça la croissance. C'est les progrès de la productivité totale. C'est pas les baisses d'impôts et les. Tout ça, c'est du court terme. Ça peut aider à un moment. Ça peut aider. Ça peut aider et ça a un coût. Et le coût, on le voit en ce moment. Si vous voulez, en fait, l'image projetée, c'est comme ils se concentrent sur des données à court terme, ils prennent le risque de dégrader leur crédibilité, la qualité de leur signature, et ils payent un prix pour cela. Donc, finalement... Qui est très loin du prix de 2012. En 2012, à votre époque, on était à 7%. Le 10 ans italien, la 3,7, ça va. La situation est très différente, heureusement, mais on ne peut pas dire à 3,7, ça va. On ne peut pas non, vous avez raison, parce que la croissance italienne, avec une croissance à 1%, des taux à 10 ans à 3,7, ça ne va pas. Et ça, c'est totalement indépendant de leur niveau d'endettement, de l'euro, de pas l'euro, de Bruxelles, de pas Bruxelles. Ils ont un problème économique central qui est qu'il y a des progrès de productivité extrêmement faibles et donc une croissance extrêmement faible sur longue période. Il n'y a rien dans le projet du gouvernement qui est de nature sur 25 ans. Il n'y a rien dans le projet du gouvernement qui est de nature à augmenter cette croissance potentielle. Vous voyez rien dedans? Il n'y a rien à garder dans ce programme-là? D'abord, ce n'est pas des pour recettes. Lesquelles les Italiens ont ce ne sont voté, pas des recettes faciles, parce que tous les gouvernements italiens ont eu le même problème. Renzi, il a fait le job. C'est l'une Matteo Renzi. L'une des énigmes italiennes est la suivante. Vous avez dans le nord de l'Italie des entreprises manufacturières qui conservent assez bien leur part de marché. Et peut-être même mieux que nous. Et donc ça, c'est plutôt réconfortant pour l'Italie. Nous, Français, bien sûr. Et en revanche, il n'y a pas de croissance. Et les données globales sur l'économie italienne, les données d'ensemble sur l'économie italienne, sont très, très négatives. Au total, pas de croissance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Probablement une mauvaise gestion absolument tragique dans une moitié de l'Italie. Ouais, et moitié sud. On voit tout de suite, évidemment, l'opposition nord-sud. Et ça, manifestement, ce n'est pas très facile à régler. Mais il va falloir le régler, parce que l'Italie ne peut pas indéfiniment, quel que soit l'environnement, quelles que soient les circonstances, ne pas avoir de croissance. Alors, les marchés ont anticipé, Jean-Claude Trichet, la dégradation de cette note, encore une fois, par Moody's. On attend Standard & Poor's d'ici la fin de semaine. Maintenant, l'Italie est un cran, encore une fois, au-dessus de la catégorie junk bonds, obligations pourries. On peut dire que l'Italie, pardon de verser un peu dans le sensationnalisme, mais l'Italie est au bord du gouffre. Parce que les banques, pour le coup, vont souffrir. Parce que les banques italiennes sont gavées, ont beaucoup de dettes italiennes. Et puis, à chaque mesure que les taux montent, leurs obligations dans leur bilan, leurs actifs baissent. Et en mark-to-market, ça fait mal. Absolument. Vous me suivez là? C'est pour ça qu'on n'a absolument pas, quand on est au gouvernement italien, intérêt à jouer avec le feu comme ils le font. Mais à mon avis, encore une fois, je ne veux pas être trop confiant, mais ils vont se rendre compte que c'est un jeu extrêmement dangereux pour eux-mêmes, pour le peuple italien, pour l'ensemble des Italiens. La réalité est là, si vous voulez. Et la réalité elle chemine par beaucoup de canaux. On va voir. Encore une fois, je ne crois pas que le pire soit sûr. Je suis évidemment inquiet, et je suis inquiet chaque fois que je vois un pays négliger, si vous voulez, des éléments pourtant objectifs et clairs. Avec un mandat souverain, j'insiste encore une fois. Qu'est-ce que vous appelez un mandat souverain? Ils ont été élus sur ce programme-là par les Italiens pour mettre en place ils ont été élus aussi pour gérer au mieux leur propre pays et pour donner le meilleur pour leur propre peuple. C'est clair. Et quelque part, le vrai risque, c'est le risque de contagion, de voir que depuis quelques jours, on a sur la dette grecque, espagnole, portugaise, rien d'alarmant, quelques dizaines de points de base, quelques points de base quand même, d'écartement des spreads, pardon pour la technicité, mais ça, pour le coup, c'est à regarder de près, non? Les investisseurs étrangers, les participants du marché, regardent toujours la zone euro comme un système. C'est une zone, un marché unique, à monnaie unique, et ils ont tendance à la considérer comme un système.
Lorsque nous avons été dans la crise épouvantable que j'ai connue en 2010 et 2011, beaucoup de pays, en fait un tiers des pays membres de la zone euro, étaient dans une situation extraordinairement difficile avec des déficits budgétaires énormes et des déficits de balance des paiements courants gigantesques. Par exemple, la Grèce avait moins 15% de produit intérieur brut, le Portugal moins 10%, l'Espagne moins 9%. On était dans des conditions qui étaient réellement épouvantables. Et effectivement, la contagion était ostensible et notoire. Et l'un de mes problèmes principaux était de convaincre l'ensemble des dirigeants européens qu'il y avait effectivement un système tout entier, qu'on ne pouvait pas le traiter pays par pays, qu'il y avait un système qui était mis en cause, si vous voulez, par les participants du marché. Là, encore une fois, la situation est très très différente, mais c'est un fait que nous sommes toujours considérés, vu de New York et vu de, mettons, de Hong Kong ou de Singapour, comme un système. Ouais, et d'ailleurs, vous, je fais le parallèle avec vous à l'époque, vous étiez intervenu, encore une fois, avec le programme SMP. Là, on se dit, alors la réunion de jeudi ne nous dira rien de la BCE, mais il n'y a pas un moment donné où la BCE devra intervenir si les taux-disant italiens sont dans quelques semaines à 4-5%. Il y a un programme qui est prêt pour cela, qui est le programme OMT, qui a succédé à SMP. Sauf qu'il faut que ce soit le gouvernement italien qui demande à l'activer avec les contreparties. Il y a toujours une conditionnalité. D'ailleurs, dans le cas de SMP, il y avait aussi une conditionnalité qui était implicite ou explicite. Donc, à un moment donné, il n'est pas impossible que... De toute manière, on ne peut pas gagner, si vous voulez, quand on perd sa crédibilité, on ne peut pas gagner et regagner sa crédibilité simplement en étant aidé par d'autres. Il faut que soi-même, on démontre qu'effectivement, on prend très au sérieux sa crédibilité et la capacité qu'on a, si vous voulez, d'inspirer confiance à l'ensemble de ses prêteurs. Bon, autre sujet très intéressant, parce qu'on a eu il y a quelques jours le FMI qui a revu faiblement finalement ses prévisions de croissance pour le monde pour 2019, 0,2 points de moins, de 3,9 à 3,7%. Comment vous expliquez, vous, Jean-Claude Trichet, que malgré cette montée des tensions commerciales, la conjoncture mondiale, elle résiste, elle reste solide? Elle reste solide, mais enfin une révision de moins 0,2% pour les 2 prochaines années, enfin cette année et l'année prochaine, c'est quand même beaucoup. Et je ne crois pas qu'on puisse considérer, enfin dans le passé, en tout cas, quand on avait une révision pareille, on ne considérait pas que c'était formidable. Donc il y a effectivement un impact des guerres commerciales implicites ou explicites. On le voit d'ailleurs dans la croissance chinoise aussi. Ouais. On voit une incertitude parce qu'on ne sait pas où l'on va. Ça dépend beaucoup évidemment des États-Unis qui ont fait de l'incertitude et de l'imprévisibilité de leur propre réaction ou action un outil, une arme, ce qui n'est pas du tout convenable. Si vous voulez, l'économie, elle est faite de confiance, elle est faite de prévisions raisonnablement sûres. Donc on est dans un domaine sur le plan mondial qui est assez imprévisible. Et puis il y a d'autres facteurs qui font qu'il y a matière à s'inquiéter sur le plan mondial, notamment sur le plan financier. L'endettement mondial a continué d'augmenter considérablement. Le FMI le reconnaît d'ailleurs, alors qu'auparavant, il ne le reconnaissait pas volontiers. Et puis on a aussi une inflation d'actifs qui est incontestable. Alors on va en parler, très intéressant les marchés, on va en parler, mais juste pour continuer à rester dans l'idée de cette trade war, de cette guerre commerciale, on a un peu le sentiment implicite que les marchés sont convaincus que Trump va trouver encore une fois un accord avec Pékin. C'est ce qui explique que les marchés, au-delà des soubresauts, n'ont pas si peur que cela et imaginent que ça se finira bien, il y aura un happy ending et il y aura un deal entre Pékin et Washington. Les marchés, encore une fois, ils réagissent à court terme finalement en fonction des dernières indications qu'ils reçoivent. Donc de temps en temps, elles sont négatives, de temps en temps, elles sont plus positives. Ils surinterprètent des propos qui ne devraient normalement pas être surinterprétés, et ils devraient, mais ce n'est pas la nature des marchés, raisonner à plus long terme. Tout ce qui se passe en ce moment, à mon avis, est plutôt négatif. Il est plutôt négatif qu'au lieu d'avoir des négociations calmes et apaisées, très dures naturellement, le cas échéant, mais calmes et apaisées avec une procédure, on ait des impulsions et des surenchères douanières qui vont dans un sens ou dans un autre et qui créent encore une fois des éléments d'incertitude supplémentaires. Je crois que l'impact réel de ces bagarres commerciales est visible, notamment en Chine, pas aux États-Unis, parce que par ailleurs, ils ont mis beaucoup de charbon dans la machine, et donc on est en présence d'une surchauffe aux États-Unis incontestablement
à la suite notamment des décisions prises par le président Trump. Donc on est dans une situation très, très anormale, si je puis dire, lorsque vous regardez l'ensemble de la constellation des grandes économies mondiales. Au total, je pense, si vous voulez, que le FMI a raison de nous alerter et de dire attention. C'est ce que je vous ai dit moi-même, si vous voulez, dans le passé. Ne soyons pas trop confiants. Il y a des éléments qui sont effectivement inquiétants au niveau mondial. Ouais. Et donc, encore une fois, là, qui dit commercial dit réponse chinoise. Et on a vu le yuan qui perd quand même, alors je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, mais on était à 8-9% de baisse face au dollar depuis le début de l'année. Et c'est pour ça que Steven Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor américain, a mis en garde Pékin contre cette tentation peut-être de dévaluer sa devise. Ils n'ont pourtant pas conclu qu'il y avait manipulation. Sans conclure, mais oui. Il y a eu ces propos du secrétaire au Trésor. À quoi joue l'administration chinoise? Vous y voyez clair, vous, ou pas? Parce qu'il pourrait être tenté de laisser un peu filer, encore une fois, le yuan. Non, mais ils savent eux aussi, et ils sont raisonnables à certains égards, le prix à payer quand on laisse filer sa monnaie. Ouais. Donc, ils ont été eux-mêmes, si vous voulez, suffisamment adroits dans le passé pour nous montrer qu'effectivement, ils n'imaginaient pas de faire n'importe quoi. Ceci dit, en ce moment, il y a un ralentissement de la croissance de l'économie chinoise qui est incontestable. Ils doivent s'habituer peut-être à croître à moins de 6,5 au lieu de croître à 7,5. On va voir comment tout... Il est normal d'ailleurs qu'il y ait une courbe logistique s'agissant de la croissance de l'économie chinoise. On ne peut pas continuer indéfiniment à croître à 7,5 ou 8. On va voir ce que cela va donner. En tout cas, il est clair qu'on a besoin d'avoir une Chine qui s'intègre dans le système économique mondial de manière raisonnable, en respectant les règles, mais sans guerre inexpiable avec les États-Unis ou avec les Européens, bien sûr. Ouais. En début d'année, quand vous étiez là, Jean-Claude Trichet m'avait dit, je me rappelle, il faudra bien un jour qu'il y ait une correction importante sur les marchés actions. On y est là, ou est-ce qu'on n'a encore rien vu? Non, à mon avis, on n'a rien vu, bien sûr. On est au niveau américain, parce que là, il y a quand même un phénomène américain avec des price-earning ratios, comme on dit, qui sont très élevés, historiquement, et qui, évidemment, enregistreront une correction à un certain moment. Est-ce que cette correction elle-même, étant très, très puissante, va provoquer ensuite des effets économiques très négatifs et le début d'une possible récession à l'avenir? Je ne dis pas demain, naturellement, mais à l'avenir. Ou est-ce que c'est le ralentissement de l'économie américaine, lorsque la surchauffe, si vous voulez, sera passée, qui provoquera... C'est ce que tout le monde dit. C'est ce que tout le monde dit. Correction, on va voir. On dit que la correction américaine sur les marchés viendra quand la croissance américaine se mettra à ralentir, on passera d'un rythme de 3%. Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. On va voir. Personne ne le sait, bien entendu. Mais de toute manière, ce que tout le monde sait, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est qu'à un moment ou à un autre, historiquement, vous devez avoir une correction, que les cycles existent toujours. Donc on ne la voit pas encore, cette correction. Et donc, je ne crois pas, si vous voulez, qu'on puisse dire, au moment où je parle, qu'on la voit. Mais elle est certaine à terme. Bon. Carmignac et aussi une autre banque qui me vient plus à l'esprit disait qu'en gros, le risque aujourd'hui numéro 1 sur les marchés, c'est le reflux de la liquidité parce que voilà, les banques centrales mettent moins d'argent dans les circuits financiers, à juste titre d'ailleurs, le coût de l'argent augmente. Ce changement de paradigme, on a eu 10 ans de taux très très faibles. Est-ce que ça, c'est bien intégré par les investisseurs dont beaucoup sont très jeunes et pensent que pendant des années, des décennies, on a eu des taux d'intérêt qui étaient très bas, ce qui n'était pas le cas, hein. Non, les traders sur les marchés sont jeunes, effectivement. Ils n'ont pas cette mémoire-là. C'est un ensemble formidablement, rapidement renouvelé, et donc ils n'ont pas la mémoire. Mais ceux qui leur donnent des instructions, eux ont la mémoire, bien entendu. Et donc, a priori, si vous voulez, je ne crois pas qu'on puisse dire que tout le monde a perdu la mémoire de ce qui s'est passé dans un passé récent et dans un passé beaucoup plus ancien, parce que les cycles sont là depuis longtemps, et quand on croit qu'on a échappé au cycle économique, on se trompe évidemment, et de même que les marchés nous donnent, si vous voulez, les price-earning ratios historiques, qui encore une fois sont en ce moment aux États-Unis très au-dessus de ce qu'est l'observation historique. Ouais. Est-ce que la divergence monétaire entre les deux rives de l'Atlantique, entre ce que fait la Fed, qui donne le sentiment dans les minutes de la Fed qu'on a eu la semaine dernière, que
il y allait encore y avoir plusieurs hausses de taux, encore une cette année, sûrement au minimum 3 a priori l'année prochaine. Et le fait que la BCE, parce que la BCE a commencé plus tard son QE avec 4 ans d'écart, cette divergence monétaire, c'est pas aussi source d'instabilité. Je ne dirais pour les pas marchés. que c'est de la divergence monétaire, parce que l'objectif à long terme, moyen terme, est le même des deux côtés de l'Atlantique. Il est aussi le même au Japon. Comme conjoncturellement, il y a une divergence conjoncturelle. Oui, bien entendu. Quand on veut avoir un objectif qui se trouve être identique, comme on n'est pas placé dans la même situation, on ne prend pas les mêmes décisions. Et donc, mais souvenez-vous, 2%, moins de 2%, mais proche de 2%, c'est la définition de la stabilité des prix aux États-Unis, en Europe, zone euro, au Japon et en Angleterre. Bon. Et par voie de conséquence dans beaucoup d'autres pays naturellement. Donc il faut toujours avoir ça en tête. L'objectif à moyen terme est le même. Mais bien entendu, lorsqu'on est dans la situation américaine où, je le disais, on est en surchauffe, où on a un plein emploi absolu, alors que nous avons encore en Europe un certain nombre de pays, hélas, qui ont un chômage de masse qui n'est pas encore résorbé. Notamment en France. Et notamment en France, bien entendu. Et nous avons, bien entendu, au niveau de l'ensemble de la zone euro, une situation qui n'est pas du tout la situation américaine. Donc il y a eu en effet un décalage cyclique important et il est normal que les mêmes décisions ne soient pas prises au Japon, aux États-Unis et en Europe. Mais comme vous le savez, nous sortons progressivement, en effet, de la politique ultra accommodante et je crois que on peut dire, si vous voulez, que les participants du marché ont été prévenus à l'avance dans de très bonnes conditions. Ils n'ont pas de doute sur ce qui va se passer s'agissant du QE à la fin de cette année. On est en présence, si vous voulez, d'anticipations qui sont relativement aisées, qui ont été aisées jusqu'à présent. Ouais. On termine là-dessus, Jean-Claude Trichet, ce que vous avez déclaré, c'était le mois dernier à l'AFP, où je pense que vous l'avez dit aussi sûrement ici, mais que la situation financière actuelle du monde était aussi dangereuse qu'au moment de la faillite de Lehman Brothers, parce qu'il y a trop de dettes. Oui. Il y a trop de dettes, mais trop de dettes, c'est aussi le résultat de 10 ans de politique monétaire à taux nul. La politique monétaire à taux nul ou à taux très contribué, faible et les politiques non conventionnelles sont elles-mêmes issues de problèmes majeurs dans les pays avancés. On a fait ça dans les banques centrales pour éviter une très grande répression, un drame absolu qui eût pu être pire que celui de 1929-1930. Donc il faut bien comprendre pourquoi on se trouve dans cette situation. La situation dans les pays avancés a été tragique. Et on a évité le tragique, mais bien entendu, à un certain coût, à un certain prix. Comme vous le savez, toutes les banques centrales disent à l'ensemble des autres partenaires, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir agir. Vous avez vous-même vos responsabilités. On le dit au gouvernement, au Parlement et à l'ensemble, disons, des autres partenaires, y compris le secteur privé. Mais si je reprends les raisons pour lesquelles j'ai exprimé mon inquiétude... Situation aussi dangereuse qu'en 2008. Oui, c'est que si vous prenez un indicateur qui est quand même très important, qui est l'endettement mondial total, public et privé, en proportion du produit intérieur brut total... On est plus haut. On est plus haut aujourd'hui qu'on ne l'était en 2007-2008. Ça veut dire que l'économie mondiale est beaucoup plus sensible aux hausses de taux à venir. C'est pour ça que les banques centrales, elles marchent sur des œufs aussi, parce qu'il y a plus de dettes. Ça veut dire qu'en effet, on est plus sensible à beaucoup de choses, mais aussi plus vulnérable, quel que soit le niveau des taux, parce qu'il est très anormal, et on a bien identifié l'endettement, le leverage, comme on dit, total, mondial, comme étant l'une des causes du drame que nous avons connu en 2007-2008. Donc, ce qui se passe est très mauvais. Je suis très content que le FMI reprenne, si vous voulez, cette alarme sur l'endettement mondial, total. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant la crise, c'était 90% les pays avancés qui contribuaient à l'endettement et 10% les émergents. Et maintenant, c'est 50-50. Émergents et pays avancés. Donc on est dans une situation où les pays avancés ont freiné leur surendettement, mais continuent de se surendetter, et dans lequel les pays émergents ont multiplié par 5 leur rapidité d'endettement. Donc ça va finir mal. Un jour ou l'autre, ça finira mal quand les taux d'intérêt remontent. Problème chinois en particulier. La Chine elle-même est un si on va au bout du raisonnement, Jean-Claude Trichet, formidablement surendetté. Si on va au bout du raisonnement, ça va mal se terminer cette histoire. Si jamais les taux d'intérêt remontent trop rapidement, s'il y a un retournement de l'activité, on rembourse moins bien de la dette. On est maintenant, au moment où je parle, beaucoup plus conscient de cette difficulté majeure qu'on ne l'était il y a 2 ans ou 3 ans.
En tout cas, maintenant, les grandes institutions internationales, pas simplement le FMI d'ailleurs, l'OCDE, l'ensemble des institutions internationales disent attention, attention, il faut en effet que l'on corrige la trajectoire. Et cela n'est pas si facile. Ouais. Mais ça veut quand même dire, en dernière analyse, privilégier, si vous voulez, le financement à titre définitif, le financement, par exemple, dans le secteur privé, par action, au détriment du financement par obligation. Ça veut dire privilégier, bien entendu, les faibles déficits budgétaires publics par rapport aux grands déficits budgétaires publics. Vous pouvez avoir le même fonctionnement de l'économie mondiale avec un système, si vous voulez, de financement qui serait moins dangereux, moins vulnérable. Mais ça, de cela, il faut être vraiment conscient. C'est un problème majeur actuellement. On en a la prise de conscience. Après, il faudra mettre en œuvre effectivement des mesures. On en reparlera tranquillement. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Claude Trichet. Donc, toujours un grand plaisir. C'était un plaisir. L'ancien président donc de la Banque Centrale Européenne, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.